20 heures à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 26 décembre. À la une ce soir, le procureur de la République face à la presse, Adou Richard, justifie le détournement de deniers publics, le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. La synthèse dans ce 20 heures. On parlera également dans ce 20 heures de l'autonomisation de la femme. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'un plan stratégique, document remis à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et au niveau de l'emploi jeune, on va dresser le bilan du projet emploi jeune et de développement des compétences sur la période 2012-2015 et 2016 pour prendre fin en 2020. Plus de 30 000 jeunes impactés, montant 25 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale. Et enfin, le Burkina Faso en deuil hier, mercredi, jour de Noël. Une nouvelle attaque a fait 11 morts. Bienvenue à tous dans votre 20 heures qui s'ouvre ce soir par la conférence de presse du procureur de la République. Adou Richard était face aux journalistes pour justifier le mandat d'arrêt contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Les faits, les enregistrements sonores et les préoccupations des journalistes dans ce reportage d'Abou Sanogo. Un seul point à l'ordre du jour. Le mandat d'arrêt contre l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro. Le procureur de la République, Adou Richard, face à la presse nationale et internationale, a souligné que Guillaume Kigbafori Soro et ses soutiens projetaient d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire. Monsieur Soro, Guillaume, a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Des éléments en possession des services de renseignement, notamment un enregistrement sonore, établissent selon le procureur de la République que le projet devait être mis en œuvre incessamment. Et de cet enregistrement, il ressort ses propos. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison. On est positionné un peu partout. On a les 8400 et puis d'autres jeunes. On a l'armée, on a la télécommande. Vu la gravité des faits et en raison de la flagrance de ceux-ci, Adou Richard a selon lui ordonné à la direction de la surveillance du territoire de procéder à la recherche et à l'arrestation de tous les mis en cause, y compris des parlementaires. Nous sommes dans un cas de flagrance. Nous n'avons pas à demander l'autorisation de lever d'une quelconque immunité en cas de flagrance. C'est ce que dit l'article 92 de la Constitution. Par ailleurs, le parquet a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor contre Guillaume Kigbafori Soro et certains de ses proches pour des faits de détournement des deniers publics, blanchiment des capitaux, recel de détournement des deniers publics, portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA. L'agent judiciaire du Trésor expliquait avoir découvert un relevé du Trésor public duquel il résultait que la somme avait été transférée sur le compte de Maître Nguessan René, notaire en résidence à Abidjan, pour l'acquisition d'un bien immobilier en 2007. Le 26 septembre 2019, ayant constaté que le dit bien immobilier n'avait jamais intégré le patrimoine immobilier de l'État et que, bien au contraire, le gérant de la SCI Ébure tentait de procéder à son immatriculation dans les registres de la conservation foncière et du domaine, une réquisition était adressée à l'officier public qui confessait avoir conclu avec les fonds publics reçus la cession projetée au profit de la SCI Ébure d'un terrain urbain bâti si à Makori résidentiel.
Le procureur de la République a aussi souligné qu'une mission confiée par le juge d'instruction aux enquêteurs à l'effet de procéder à des perquisitions et saisies a permis la découverte de 16 téléphones, 9 puces téléphoniques, un lot de matériel de communication radio, 5 gilets pare-balles et un Kevlar, 4 treillis, 3 mitrailleuses de type 12,7, 6 caissettes de munitions de 12,7, 4 RPG-7, 13 roquettes, 3 cache-flammes, 4 missiles anti-chars, 59 paquets de munitions AK, 19 chargeurs de Kalachnikov AK-47, 14 Kalachnikov AK-47, 2 caissettes de munitions de FM, un seau rempli de munitions AK-47. Le procureur de la République annonce que les enquêtes sont en cours et elles vont permettre de situer toutes les responsabilités. Et la conférence de presse du procureur de la République qui a été retransmise en direct à 15h sera rediffusée intégralement après ce journal et ce sera à 20h50. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'un plan stratégique pour renforcer l'autonomisation de la femme, une politique qui s'inscrit dans le prolongement du plan social du gouvernement. Le document a fait l'objet d'une longue étude. Il a été remis à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous dit Eugène Atoubé. J'ai l'honneur de vous remettre le rapport final de l'étude sur le dispositif national d'appui à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Un rapport très attendu par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Aussitôt reçu, Bakayoko Liramata le remet à la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes. C'est un document de référence qui oriente toutes les actions à mener au bénéfice des femmes pour leur autonomisation. En perspective, la lutte contre la pauvreté et la promotion du genre. Enfin, la Côte d'Ivoire a sa stratégie nationale. Ce document sera un peu comme la Bible du secrétariat d'État. Nous avons la matrice, nous avons la stratégie nationale, nous avons aussi la stratégie de mobilisation autour de l'autonomisation. Donc pour nous, nous allons nous référer à ce document. Le dispositif national d'appui à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire renforcé est le résultat d'une étude réalisée depuis 2017 à ce jour par le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. L'étude aura coûté environ 33 millions de francs CFA. Ce dispositif s'inscrit dans le prolongement du programme social du gouvernement. Le programme social du gouvernement accorde une place très importante à l'autonomisation de la femme. Le secrétariat d'État a été créé pour accélérer le processus d'autonomisation. De nombreux défis restent cependant à relever en matière d'autonomisation de la femme et de promotion du genre. Bakayoko Liramata a indiqué quelques-uns. Ce sont notamment le poids des normes sociales, la persistance des violences basées sur le genre et l'accès limité des femmes au financement, des obstacles et pesanteurs que la stratégie nationale en faveur de l'autonomisation des femmes veut lever définitivement. Justement, pour rendre les femmes plus autonomes, les villages d'Andé et Grand Cousin disposent en commun d'une unité de fabrication d'atiéké. Et là, nous sommes à Azopé. Cette unité emploie 10 femmes et c'est un projet réalisé par le Conseil régional de la Mé, soutenu par le Conseil Café Cacao. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Cet atiéké mis en sac sera exporté à destination de plusieurs localités de France et d'autres villes européennes et américaines. Cette semoule de manioc est produite localement dans cette usine installée dans le village d'Andé, dans la sous-préfecture d'Agou, propriété des femmes des villages d'Andé et de Grands Cousins. Cette usine de production d'atiéké est une réalisation du Conseil régional de la Mé, soutenue par le Conseil Café Cacao. 10 femmes travaillent ici à temps plein. Environ 2000 emplois indirects ont été créés grâce à cette activité. À travers ce financement de 80 millions de francs CFA, le ministre Patrick Kachi, président du Conseil régional de la Mé, et son équipe veulent faire de l'autonomisation de la femme une réalité dans leur région. On s'est rendu compte à l'expérience que le meilleur retour sur investissement pour les projets que nous initions est celui que nous faisons dans la femme. Parce que toutes les ressources qu'elle génère
elle le met d'abord pour le bien-être de sa famille, ses enfants, son époux, ses parents, et toute la famille bénéficie du fruit du travail de la femme. L'inauguration de cette usine de fabrique d'Atiéké a été l'occasion pour les femmes du département d'Azopé d'exprimer leur volonté à s'assumer et à contribuer au développement de leur région. Marraine de cette cérémonie, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme a félicité les femmes de la région pour leur engagement à s'assumer financièrement. Miss Belmont Dogbo les a invitées à l'Union afin de bénéficier de la labellisation. En leur permettant de produire en quantité et en un temps réduit, cette unité va à coup sûr augmenter leurs revenus. Elles pourront ainsi faire face plus sereinement aux charges quotidiennes de leurs familles, être des aides pour leurs époux et soutenir leur communauté. Faire en sorte que ce que vous gagnez, non seulement vous puissiez le dépenser, mais vous puissiez arriver à épargner. Et le volet épargne, monsieur le ministre, nous reviendrons vers les femmes dentées. Il faut aller à la culture de l'épargne. C'est bien, c'est bon de travailler, mais il faut penser aussi, surtout aux enfants. Après Andé, la délégation s'est rendue dans le village de Grand Cousin pour le lancement des travaux de construction d'une ferme agro-pastorale. Une infrastructure destinée aux élèves du collège moderne de ce village afin d'apprendre des métiers dans le secteur de l'agriculture. Il faut penser aux enfants, il faut aussi penser aux jeunes. Après la première phase du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences sur la période 2012-2015, la deuxième phase a démarré depuis 2016 et prendra fin en 2020 pour un montant global d'environ 25 milliards de francs CFA. Projet financé par la Banque mondiale. Ce sont plus de 30 000 jeunes qui seront impactés. Le reportage de Cheikh Koné. Kwasi Adjoa Liliane a participé pendant 6 mois au programme TIMO, les travaux de haute intensité de main-d'œuvre, en 2017. Avec le revenu obtenu grâce à ce programme, elle a démarré la construction de 3 magasins et tient parallèlement un commerce. Je voulais faire un magasin, mais comme je n'avais pas d'argent pour le faire, donc j'ai entendu le projet qu'ils sont en train de lancer. Donc je dis, je vais faire aussi pour pouvoir faire mon magasin. Donc pendant les 6 mois, en tout cas, j'ai essayé d'économiser un peu pour compléter sur ce qu'ils ont gardé là-bas. Et qu'ils m'ont donné, je suis allée acheter un petit terrain. Quand j'ai acheté, bon, j'ai essayé de faire un peu de trucs jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 3 magasins dessus. Dans la pratique, les bénéficiaires de ce programme reçoivent sur la même période une prime mensuelle ainsi qu'un accompagnement financier à la fin du cycle. Le programme TIMO est l'une des composantes du PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, initié par l'État de Côte d'Ivoire et financé par la Banque mondiale pour un montant global de 25 milliards de francs CFA. Créé en 2012 et terminé en 2017, la première phase du PGDEC a enregistré un succès retentissant. 33 636 jeunes, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, soit 122% de taux de réalisation. Fort du succès de la première phase du PGDEC, un financement du même montant, soit 25 milliards de francs CFA, a été octroyé au profit, cette fois, des 31 500 jeunes. J'ai un métier, je suis fière de ce métier. Je peux devenir aussi une opératrice économique, c'est-à-dire, je vais créer des emplois. Les gens viendront travailler dans mon affaire et je ne regarde pas. Dans un souci de mieux gérer les revenus issus de leurs différentes activités, il a été institué l'initiative Association villageoise pour l'épargne et du crédit avec. Au sein du groupe, on se donne des crédits. C'est à travers des crédits qu'on réalise nos petits projets. Et Dieu merci, ça marche très bien. Et on a bénéficié aussi d'une formation qualifiante parce qu'avant c'était un peu difficile la gestion de ce qu'on avait. Mais grâce à l'AVEC, aujourd'hui, on arrive à mettre quelque chose de côté. Géré par le Bureau de coordination des programmes emploi, la deuxième phase du PGDEC 2015-2020 est centrée sur l'approche décentralisée de l'insertion jeune à travers des maîtrises d'ouvrage déléguées avec des collectivités territoriales. Pour ce faire, des conventions ont été signées avec 12 mairies et 10 conseils régionaux et districts pour un montant total de 8 milliards 33 millions de francs CFA au profit de 12 450 jeunes. Les activités mises en œuvre sont l'apprentissage et les TIMO en milieu rural et l'entrepreneuriat. Le district de Yamsokro fait partie des bénéficiaires. Vous savez, la réussite d'un projet dépend de sa durée aussi dans le temps. Faire des actions ponctuelles
qui ont une échéance courte et puis ne va pas voir loin, ça ne sert à rien. Les principaux objectifs de la première et la deuxième phase du PGDEC sont d'offrir aux jeunes l'opportunité d'acquérir une première expérience professionnelle et améliorer leurs perspectives d'emploi, mais surtout permettre aux acteurs locaux d'assurer la pérennité de cet important programme au départ des partenaires financiers. Le véritable enjeu reste donc le transfert de compétences aux collectivités locales d'ici à la fin des 18 mois de rallonge qui expire en décembre 2020. Dans le domaine de l'environnement, la Côte d'Ivoire, vous le savez, a ratifié l'accord de Paris en octobre 2016. Pour lutter contre les changements climatiques, plusieurs initiatives sont prises au niveau du pays. Les parlementaires ivoiriens l'ont témoigné lors de la COP25 tenue à Madrid, en Espagne, du 2 au 13 décembre dernier. Notre envoyé spécial sur place était Grace Kando. La Côte d'Ivoire s'est engagée à travers l'accord de Paris à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 en mettant notamment l'accent sur l'accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables dans la production d'électricité, la promotion de l'économie circulaire par la valorisation des déchets et la gestion durable des forêts. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir adopté le code forestier qui viendra un temps soit peu permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver son couvert forestier. En tant que parlementaires africains, nous nous sommes retrouvés pour échanger justement sur nos expériences quant à la mise en œuvre de l'accord de Paris, ses défis et les perspectives. Et nous pensons qu'il y a beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne la coordination entre nos États. La lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement n'est pas que seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous les citoyens. C'est pour cette raison que je voudrais lancer l'appel à chaque Ivoirien pour qu'il se comporte en éco-citoyen, que chaque Ivoirien soit préoccupé par la préservation de son environnement, mener des activités qui ne détériorent pas notre forêt, qui ne dégradent pas notre environnement, qui n'ont pas un impact négatif sur la santé de nos populations. La Côte d'Ivoire, pays partie à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, veut se donner les moyens nécessaires pour respecter ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Reportage à Madrid signé Grace Kando. Ici à Abidjan, les responsables du comité de gestion du parc national de Taï se sont donné rendez-vous au parc national du Banco. Ils sont venus du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour le comité de faire le bilan des activités de cette année 2019 et d'analyser les perspectives. Le point de la rencontre écologique avec Davis Oyo et Jean-Marc Djadji. Forêt du Banco, poumon vert de la ville d'Abidjan. Ici se tient la 4e session du comité de gestion locale du parc national de Taï. Délocalisée pour la circonstance, cette rencontre a réuni les préfets des zones forestières du sud-ouest, les organisations internationales, les riverains et les responsables de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. L'idée, faire le point des activités de gestion du parc national de Taï pour l'année 2019. Cette année, nous avons saisi 39 braconniers et 69 orpailleurs. Presque tous été condamnés à un taux de 84% avec des dossiers qui sont encore en instance de jugement. Nous avons réalisé presque en totalité les activités prévues pour la surveillance et la sécurisation du parc. Cette année également, le comité de gestion avec l'appui des partenaires nationaux et internationaux a réalisé des infrastructures sociales de base, réhabilité des sites colonisés par les orpailleurs clandestins et des écoles primaires. Pour maintenir le cap, plusieurs projets sont en vue pour les années futures. Pour les projections, il faut dire que c'est l'ensemble des fonctions de gestion des parcs nationaux que le parc national de Taï va s'exercer à mettre en œuvre, notamment continuer les aménagements, entretenir les voies d'accès au parc national de Taï. Et la deuxième action, c'est de continuer la sécurisation des sites qui appartiennent à l'OIPR, notamment les bases vie qui existent et puis les infrastructures. La troisième, c'est les activités de surveillance pour mieux assurer l'intégrité du parc national de Taï. Et il faut savoir qu'au niveau du parc national de Taï, il y a un aspect qui nous intéresse fortement, c'est l'aspect valorisation. Avec 98,4% de couverture forestière, le parc national de Taï s'étend sur environ 5360 km². Il représente
plus de 50% de la superficie totale des zones forestières ouest-africaines. Réserve de biosphère, le parc national de Taï, véritable nid de chimpanzés, joue un rôle prépondérant dans la préservation du climat ivoirien et favorise l'écotourisme. Et un mot de défense avec la présentation au drapeau des officiers stagiaires. Et c'est après 90 jours de formation commune de base, une période au cours de laquelle ils ont appris beaucoup dans les domaines de la tactique et du règlement militaire. Le reportage d'Abou Sanogo. Ils sont 112, dont 94 Ivoiriens et 18 officiers stagiaires issus des pays frères du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la Guinée, du Niger, de la République centrafricaine, du Sénégal et du Togo, à être présentés devant le drapeau de la Côte d'Ivoire avec le mérite d'avoir 3 mois durant mis à rude contribution leurs capacités physiques et intellectuelles pendant la période de formation commune de base, FCB. Comptant 11 personnels féminins en son sein, la promotion d'officiers stagiaires présentés au drapeau a acquis sur la période de formation commune de base les rudiments dans les domaines de la tactique, de la topographie, du règlement militaire et de l'ordre serré. Dans son adresse, le colonel Jean-Christophe Mouot, commandant l'école des forces armées, a dressé le bilan de ces premiers mois de formation qui se sont déroulés sans incident grâce à la rigueur appliquée lors du recrutement des postulants. Vous venez d'acquérir au terme de votre formation les connaissances nécessaires pour garantir la sécurité des populations et des biens. Vous avez les compétences techniques et tactiques pour être des soldats exemplaires. Conservez l'enthousiasme dont vous avez fait montre. Faites du culte du travail bien fait votre credo. Devant parents et amis venus les soutenir, les officiers stagiaires en fin de formation commune de base ont fait le serment d'honorer le drapeau, de le servir et de le défendre. Répondant avant leur présentation au drapeau à l'appellation de soldats de 2e classe, les officiers stagiaires nouvellement présentés au drapeau changent de statut et seront désormais appelés élèves officiers de première année et médecins élèves officiers. Autre actualité ce soir, le RHDP salue l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. Cette cour s'est penchée sur le dossier de la CEI. La suite avec Aboulaye Koné. Au cours de cette table ronde, le parti des oufouettistes a longuement décrypté l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'objectif était d'offrir des clés de langage à ses militants. Nos militants sont définitivement convaincus de la légitimité de la commission électorale indépendante. Nous pouvons assurer maintenant à tous nos militants que le président Alassane Ouattara est dans la vérité. Une victoire de l'État de Côte d'Ivoire saluée par le RHDP. Le président de la République est un démocrate averti et toutes ces accusations au niveau de l'opposition concernant la Cour et des droits de l'homme, c'est un prétexte qui est creux, qui est vide de tout son sens. Ce type d'atelier permet effectivement aux spécialistes, à ceux qui connaissent la chose, aux sachants, d'expliquer ce dont il est question et pour que effectivement les militants soient armés pour aller sur le terrain. Face aux participants, la principale panéliste de cette rencontre d'échange, la secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargée des droits de l'homme, a tenu à lever toute ambiguïté sur le rôle de l'État de Côte d'Ivoire dans le processus électoral. Mais cette commission électorale indépendante, elle ne peut pas se substituer à l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire que comme l'État a cédé son pouvoir, a dit qu'il faut qu'on se mette ensemble, l'État n'a plus le droit d'être dedans. Ça aussi, il faut qu'on enlève ça dans la tête des gens. Si on appelle toutes les parties pour qu'on puisse organiser ensemble, on ne peut pas demander à l'État de ne plus être dans cette commission électorale. Ou bien que certains disent que c'est la société civile qui va venir. La société civile ne peut pas se substituer à l'État de Côte d'Ivoire. On a besoin de toutes les parties prenantes, mais on ne peut pas demander à l'État de Côte d'Ivoire, qui est le garant de l'intérêt général, de se retirer de la commission électorale indépendante. Ça, vraiment, ce que j'ai appris en droit, là, je pense que ce n'est pas ça. Il est bon de rappeler que la nouvelle CEI a été réformée suite à des consultations ouvertes, transparentes et démocratiques. Elle se veut conforme aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Désormais, l'État et le parti au pouvoir représentent 1/3 contre 2/3 pour les organisations de la société civile et les partis de l'opposition.
En culture, parlons à présent de Bonjour 2020. Les équipes de la RTI à pied d'œuvre pour offrir un spectacle inoubliable, une émission humoristique à couper le souffle, nous dit Pagasoro Kone. La salle de 4000 places du Palais de la Culture fait peau neuve. À quelques heures du démarrage de l'enregistrement de l'émission humoristique à succès Bonjour, les équipes de la RTI sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous. Vraiment, nous sommes à l'installation de Bonjour 2020. Pendant que l'équipe de décoration s'attelle à embellir la salle, les techniciens, eux, s'activent pour une captation impeccable des images. Cette année, nous avons mis la bouchée double, effectivement, pour donner un décor de rêve, n'est-ce pas? Encore, on veut aller toujours faire un peu plus, comme le groupe RTI sait bien le faire. Et ça continue. Nous avons nos sponsors, nos partenaires qui sont avec nous, bien entendu, pour faire les derniers réglages. Les meilleurs humoristes du moment sont attendus à cette grande messe de vendredi 27 et le samedi 28 décembre. Bonjour 2020, c'est du rire et encore du rire. Je mal comme ça, mais je prends mon patience dans mon corps. Parce que ça, si je dois dire, je sais que je serai frappé. Et au niveau du Burida, les artistes perçoivent les droits d'auteur depuis hier. Au nombre de 6 000, ces artistes vont bénéficier d'un montant allant de 60 000 à plus de 5 millions de francs CFA. La répartition prendra fin le 30 décembre. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, les populations de Laou étaient chez le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Une crise les opposait par rapport à l'inauguration d'une stèle dans le cadre du projet La route de l'esclave, résistance, liberté, héritage. Désormais, une solution a été trouvée. Les détails avec Isayo Tiona. Les chefs traditionnels de Laou Panda, localité située à Grand Laou, chez le ministre de la Culture et de la Francophonie. Ils sont venus présenter leurs excuses au ministre Maurice Kwaku Bandama après des incidents de juin 2016. Incidents qui ont empêché l'inauguration de la stèle de Passagri. Stèle érigée dans le cadre du projet La route de l'esclave, résistance, liberté, héritage, lancé par l'UNESCO en 1994. Ceux qui sont venus, ce sont les têtes blanches. C'est la crème de la Oukmanda. Et ils sont entrés en eux-mêmes pour comprendre que l'heure est venue de taire les querelles intestines et de regarder l'intérêt de la Oukmanda. Et donc, ils sont satisfaits. Et le plus important, c'est de tenir leur engagement. Parce que c'est une étape, mais l'autre étape reste à faire. Il s'agit d'amener les uns et les autres à comprendre que nous devons privilégier l'intérêt général, l'intérêt de la Oukmanda. Je dis au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre, toute notre satisfaction. Parce que ce projet est important. Important pour la population, important pour la Côte d'Ivoire. Mais il se trouve également que la mise en valeur de ce site va permettre à l'UNESCO de mettre un plan de sauvegarde du village de la Oukmanda qui est menacé de disparition. Les incompréhensions dissipées, les deux parties ont convenu de trouver une date pour l'inauguration de la stèle. Un acte qui sera une plus-value pour le village sur le plan touristique et culturel. Noël sombre au Burkina Faso. 11 soldats ont été tués dans une embuscade la nuit dernière. Au même moment, une délégation gouvernementale s'est rendue dans la province d'Arbinda après une attaque qui a coûté la vie à 35 civils et 7 éléments des forces armées. Rappelons pour terminer que le procureur de la République était face à la presse nationale et internationale ce jeudi. Adou Richard justifie le détournement de deniers publics. Le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ne décrochez donc pas. À 20h50, vous aurez la retransmission de cette conférence de presse du procureur de la République sur l'affaire Soro-Guillaume. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Je cède le fauteuil à Kolo Koulibaly pour le 23h. Et demain 20h, ce sera l'affaire de Marie Longoran. Merci de votre fidélité. On se retrouve l'année prochaine, surtout en très bonne santé et dans la paix. Merci à vous.